Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet de notre conférence, de notre session, avec la conférence de Madame Gracia Dorel-Ferré. Madame Gracia Dorel-Ferré nous fait l'honneur et le plaisir de venir à Nancy. Elle nous parle d'un de ses sujets favoris qui s'appelle l'archéologie industrielle. Évidemment, ce sujet est en phase avec le patrimoine industriel de la Lorraine, mais pas que, vous verrez. Sous la conduite de notre ancien président Jean-Marie Dubois, que je remercie, elle va aussi découvrir quelques sites scientifiques et artistiques de notre métropole. Bienvenue, chère madame. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Francis Pierre, qui est académicien de la 4e section et qui va présenter Madame Gracia Dorel-Ferré. Merci, Président. Madame, à partir d'une expérience d'une vingtaine d'années dans l'enseignement en tant que professeur agrégé à l'École normale de Laon, 1989, vous changez de cap avec une fonction d'inspectrice d'académie et vous présentez une thèse à l'École pratique des hautes études. Thèse intitulée « Les colonies industrielles en Catalogne, le cas de la colonia Cedo d'Esparreguera ». C'est loin, bon. Le domaine abordé dans ce doctorat va orienter définitivement votre carrière vers le domaine du patrimoine industriel. Vous intervenez ainsi dans les universités de Paris 1 à Sorbonne, Reims et Savoie-Mont-Blanc. Et en même temps, vous vous impliquez dans les organismes régionaux, nationaux et internationaux comme le SILAC, l'APIC et le TICCIH, jusqu'à prendre en France la présidence du SILAC. SILAC, c'est le comité d'information et de liaison pour l'archéologie, l'étude et la mise en valeur du patrimoine industriel. Vous êtes membre du bureau de l'Association internationale pour le patrimoine industriel, donc le fameux TI2CIH, de 1997 à 2015, et vous êtes la responsable des sections thématiques textiles et agroalimentaires du patrimoine industriel. En Champagne, vous créez l'APIC, l'Association pour le patrimoine industriel de Champagne-Ardenne, dont vous assurez la présidence jusqu'à aujourd'hui. Ces activités vous conduisent logiquement vers les instances de l'UNESCO en tant que consultante. C'est ainsi que vous avez participé en tant qu'experte, puis membre de commission, à l'évaluation des candidatures de classement sur la liste du patrimoine mondial, en 2002-2003 des villages ouvriers chiliens de production du salpêtre, Humberstone et Santa Laura, et en 2012-2013 des paysages de Champagne. Puis, en 2017-2019, des villages de bienfaisance de Belgique, qui je crois témoignent d'une expérience de réforme sociale menée au XIXe siècle qui visait à réduire la pauvreté urbaine en établissement des colonies agricoles dans des endroits reculés. Vous avez publié et publiez toujours des articles scientifiques et participé en France à de nombreux colloques. Et parmi la vingtaine d'ouvrages dont vous êtes l'auteur, vous en distinguez 5, d'abord un ouvrage de présentation générale, puis 2 en relation avec le patrimoine catalan et 2 sur l'industrie champenoise. Ce soir, le titre de votre conférence est « Le patrimoine industriel, témoin d'une culture planétaire ». Nous vous écoutons. Je suis tout à fait impressionnée de parler devant une aussi auguste assemblée. Vous savez que nous, les littéraires, nous avons toujours un gros complexe vis-à-vis de ce qu'on appelle les scientifiques. Vous êtes... comment? Le micro. Ouais. Attendez. Est-ce que vous m'entendez mieux? Bon. Donc... je disais que je suis tout à fait impressionnée de me trouver devant vous et que je vous remercie bien sûr de m'avoir invitée pour une communication qui, je dois dire, m'a... vous imaginez que ce n'est pas la première communication que je fais sur ce sujet, mais franchement, la faire devant vous m'a posé beaucoup de problèmes. Parce que,
vous êtes des personnes cultivées, vous avez votre propre expérience et vous êtes dans une région qui a été très marquée par la maltraitance, je vais dire les gros mots, la maltraitance du patrimoine industriel. Donc, pour moi, c'était un petit peu la quadrature du cercle parce que, d'une part, je voulais vous dire, et je pense vous dire un certain nombre de choses, et d'autre part, en arrière-plan, j'avais ce patrimoine lorrain, et j'ai décidé de ne pas en parler. Comme ça, les choses sont beaucoup plus simples. J'ai décidé de ne pas en parler, mais bien sûr, vous allez voir que tout ce que je vais dire a un écho vers le patrimoine lorrain et que nous aurons tout loisir d'en discuter après si vous le souhaitez. Le patrimoine industriel témoigne d'une culture planétaire et je vais ajouter partagée, une culture planétaire partagée. En faisant, vous savez, j'ai beaucoup appris finalement en faisant cette communication parce que comme j'étais obligée de faire quelque chose de très synthétique, il y a des problèmes qui me sont apparus très nettement, alors que peut-être ils ne m'étaient pas apparus avec autant de netteté auparavant. Et je tiens beaucoup à cette culture planétaire partagée, parce que ce qui me paraît, et j'y reviendrai tout à l'heure, caractéristique de la société industrielle, c'est le fait que les individus n'y étaient jamais seuls. Ou du moins, quand ils étaient seuls, c'était dramatique. Et ils s'arrangeaient pour ne plus l'être. La société ouvrière est une société de syndicats, d'associations, de confréries, de tout ce que vous voulez, non pas à l'égal des sociétés de travail antérieures à la Révolution qui ne rassemblaient que des artisans chevronnés, mais vraiment toute la société entière. Je pense par exemple, vous avez certainement connu à côté de chez vous une usine où qui a généré 4 ou 5, pour ne pas dire une dizaine d'associations avec des finalités diverses allant de la pêche à la chasse, au chant choral, au jeu d'échecs et j'en passe et des meilleurs. L'individu n'était jamais seul. On parlait d'ailleurs à des groupes, on ne parlait jamais à des individus isolés. C'est exactement le contraire de notre société aujourd'hui. Notre société aujourd'hui est complètement atomisée et on ne parle qu'à des individus qui peuvent éventuellement se regrouper à travers des réseaux sociaux, mais vous savez que un réseau social, c'est pas du tout une association. Et donc, je crois que là, nous avons une différence qui est capitale et qui entraîne en fait beaucoup de choses. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je dirais que le patrimoine industriel est une approche qui se veut globale de l'humanité fabricante. Alors, je ne sais plus qui avait cette expression que je trouve très jolie, l'humanité fabricante. C'est bien cela. Hein, c'est à la fin, pendant la période préhistorique, on ne sait pas exactement quand, ce qui distingue l'humanité, finalement, c'est d'avoir laissé des traces d'outils et d'aménagement. Donc, c'est vraiment cela qui me paraît important dans ce passé. Et le patrimoine industriel s'intéresse tout particulièrement aux 3 derniers siècles, le 18e, 19e, 20e siècle, c'est-à-dire ceux de l'industrialisation qui transforment en profondeur les sociétés de la planète entière, suivant une chronologie différente par pays. Dans le dernier tiers du XXe siècle, toutefois, le système de production mis en place et les caractères de la société qui en découlaient ont été abandonnés de façon violente, laissant un grand nombre de vestiges partout où l'industrialisation était passée. C'est ce que nous avons appelé les grandes désindustrialisations, qui se situent dans le dernier tiers du XXe siècle. Ces vestiges, plus ou moins bien conservés, nous les englobons dans l'appellation de patrimoine industriel, dans la claire intention de les préserver
et de les transmettre malgré le débat virulent que leur conservation entraîne. Je vous propose donc de rappeler à partir de quelques documents significatifs les traits majeurs de ce qui constitue cette discipline ainsi que les questionnements qu'elle suscite. Alors, une société, et c'est une société disparue. Nous sommes un certain nombre de personnes suffisamment âgées parmi vous pour en avoir été les témoins directs. C'est une société qui a disparu et que nous pouvons étudier avec les méthodes de l'archéologie et qui constitue, comme je vous le disais, un patrimoine. Je vous ai placé là 2 documents qui, à eux seuls, suggèrent déjà les caractéristiques de cette société disparue. Le fait que les usines ont regroupé des quantités incroyables d'individus. L'usine à 2000 ouvriers, c'était ce qu'on trouvait de plus fréquent. Aujourd'hui, quelle est la structure qui nous donne une sortie, l'équivalent d'une sortie d'usine avec 2000 personnes? Un grand lycée urbain peut-être, à l'heure de midi ou à l'heure de 17h. Mais ce sont des expériences qui ne sont plus des nôtres aujourd'hui. C'est un passé révolu. Et puis, les désindustrialisations massives commencent aux États-Unis dans les années 60, affectent l'Europe occidentale dans les années 70, puis atteignent la Russie dans les années 90, où la chute du système politique est concomitante avec la fin de l'économie socialiste. C'est un point sur lequel personne n'a réfléchi jusqu'à présent et qui me semble pourtant extrêmement important. Ces désindustrialisations provoquent d'abord la stupeur et le rejet, comme ici pour les magnifiques bureaux de Wendel, en Lorraine, entièrement abandonnés. Cette photo, c'est un architecte lorrain qui me l'a apporté un jour en me disant « Vous voyez le désastre, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Malheureusement, je ne pouvais pas l'aider à grand-chose. Alors, je vais passer sur le débat qui nous a qui nous a occupés d'une façon, à mon avis, tout à fait artificielle, à savoir, est-ce qu'on parle d'archéologie industrielle? Est-ce qu'on parle de patrimoine industriel? Je crois que ça n'est pas une question oiseuse, parce que ceux qui parlent d'archéologie industrielle, ce sont ceux qui s'intéressent seulement à l'architecture, et rien qu'à l'architecture. Or, à ce moment-là, nous le verrons dans mon exposé, de quelle architecture s'agit-il? De certaines parties d'usines, de certaines parties de certains logements de directeurs, et les autres? Est-ce qu'ils font partie de l'architecture industrielle, mais leur construction n'a pas, disons, généré de techniques particulières, donc on n'en parle pas? Un grand point d'interrogation. Par contre, quand je parle de patrimoine industriel, je parle de tout ce qui compose cette société industrielle et que nous avons à cœur de transmettre. C'est pour cela que dans mon exposé, je vais surtout et avant tout parler de patrimoine industriel. Ce n'est pas une prérogative personnelle, tant s'en faut, c'est la définition que donnaient dans les années 80 les historiens de l'école des hautes études, à la suite, vous savez, de la fameuse école des Annales, cette école qui s'occupait du lien profond entre les économies et les sociétés. Je l'ai indiqué pour mémoire, mais nous allons tout de suite nous pencher sur les monuments les monuments, alors pris dans leur ensemble. Vous allez voir que pour moi, le monument, c'est quelque chose de global. Les monuments créés par la révolution industrielle,
et ses caractéristiques. Donc, ce patrimoine que nous devons inventorier et mettre en valeur nous a légué des lieux emblématiques, l'usine, le port, la gare. Alors vous allez me dire, le port, il existait déjà, mais vu de façon industrielle, c'est vraiment une création. Alors, l'usine, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'une usine? Une usine, c'est un lieu où l'on va regrouper des gens qui travaillent parce que là est la source d'énergie. C'est ça qui est fondamental. Hein? Et les premières usines sont au bord de l'eau. D'ailleurs, on les appelle des mills en Angleterre, les moulins. Elles sont au bord de l'eau. Et évidemment, l'énergie est transmise par un système de courroies et de poulies, etc. Mais le fait que l'on regroupe des gens dans un lieu qui n'est pas leur lieu de vie, c'est ça la grande révolution. Parce que avant l'usine, comment travaille-t-on? On travaille chez soi. On travaille chez soi ou on travaille dans le petit atelier voisin. Mais on n'est pas très loin, on n'est jamais loin de chez soi. Là, l'usine, elle va créer un déracinement des gens et leur concentration dans des endroits spécifiques. C'est ce que vous voyez sur New Lanark, qui est peut-être qui est d'abord ancienne, puisqu'elle est créée avant, la filature est créée avant 1800, et elle concentre finalement tous les aspects de l'usine industrielle, en particulier textile, avec, vous le voyez au premier rang, alors je vais essayer de faire quelque chose. Alors ici, vous avez le bloc des usines. Ici, vous avez les rangées de maisons d'habitation. Et ici, vous avez un lieu que nous reverrons tout à l'heure en fin d'exposé, la maison pour la formation du caractère. Et ce que je veux également indiquer, c'est ici la maison des patrons. Voilà. Vous avez, sur cette photo, vous avez résumé les grands traits, les grands pouvoirs, en quelque sorte, qui vont s'exprimer dans cette usine. Une usine, donc, liée à sa source d'énergie. À côté, je vous ai placé un autre endroit tout à fait emblématique, un petit peu plus tardif, et qui est en Belgique wallonne. C'est le grand ensemble minier et métallurgique du Grand Ornu. Les puits de mine aux 4 angles ont disparu, ainsi que l'important système ferroviaire qui entourait l'usine. Alors l'usine, c'est ça, avec la cour avant, et tout le reste, là, ce sont les maisons ouvrières. Et dans l'axe, là, vous avez l'usine des machines, et dans l'axe, la maison du patron. Donc là aussi, vous avez une disposition tout à fait intéressante, sachant que le Grand Ornu s'installe non pas sur de l'eau, puisque ce n'était pas son problème, mais sur des mines, c'est-à-dire sur à la fois sa source d'énergie et sa richesse. Alors, on pourrait passer des heures là-dessus, je suis obligée d'aller très vite, mais ce que je voulais, c'était déjà au départ vous montrer 2 paysages industriels qui se mettent en place et qui vont se multiplier à l'infini dans les pays industriels. Et d'autre part, ce sont les bases des 2 grandes industries caractéristiques de la révolution industrielle, le textile et la métallurgie. Du coup, vous comprendrez que les premiers qui ont créé ces usines textiles et ces usines métallurgiques vont être les pays en avant, les têtes
de l'industrialisation qui vont entraîner tous les autres, c'est bien sûr l'Angleterre et la Belgique. Alors, je n'ouvre pas de fin. On verra tout à l'heure le pourquoi du comment. L'autre grande activité, à côté des ensembles miniers, des ensembles textiles, c'est bien sûr la métallurgie qui s'impose au XIXe siècle à partir de l'invention du four à coque et non plus à bois. Dans la première représentation en arcade, eh bien c'est le haut fourneau de Vendresse. Il date du 19e siècle, mais en réalité, il fonctionne exactement comme au 18e et il est nourri par le sommet avec des couches alternées de charbon de bois et de minerais. Évidemment, la production, elle est minime et c'est ce qui va être le grand bond en avant, c'est évidemment les grands hauts fourneaux fonctionnant au charbon et dont vous avez ici un exemplaire intéressant au parc paysager de Duisbourg-Nord. J'aurais pu tout aussi bien parler du Cange, j'aurais pu tout aussi bien parler de Vauclingen, mais voilà, il se trouve que le site de Duisbourg m'avait pas mal intéressé du fait de ces critères de muséification. Que faire d'un vaste domaine où il y avait 5 hauts fourneaux, sans compter les entrepôts, les halles, etc. Et ici, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. On a laissé 3 hauts fourneaux en friche. On en a coupé un autre en 2 pour en faire une salle de spectacle. Je trouve que c'est assez original quand même. On a restauré le 5e, on l'a restauré pour qu'il se visite et pour le visiter comme au fourneau comme un haut fourneau d'études en quelque sorte. Hein. J'ai trouvé que c'était assez intéressant. Vous savez que les Allemands ont fait dans le cadre de leur application d'architecture, etc. Ils ont fait une mise en valeur de l'Emscher Park, qui était un petit affluent. L'Emscher était un petit affluent du Rhin sur 40 km. C'était en fait un véritable dépotoir. Et ils ont fait, en 10 ans de travaux mesurés, calibrés, organisés, ils ont fait un ensemble tout à fait magnifique, renouvelé, visitable, etc. Enfin bon, c'est les Allemands. À côté de ces usines textiles, il y a également des villes textiles. Alors en France, nous en connaissons, nous en avons un certain nombre, mais je vous ai ici placé les villes-usines du textile en Europe, celles qui avaient une telle dimension qu'elles pouvaient expédier leurs produits vraiment partout. Or, Tempéré, Norrköping ou Łódź ont la particularité de se trouver sur la périphérie de l'Empire russe. L'Empire russe a mis beaucoup de temps avant de se créer une industrie textile. Malgré les efforts de Pierre le Grand au début du XVIIIe siècle, qui a fait venir des Hollandais, etc., ça ne prenait pas. Et ça ne prenait pas en particulier parce que le système du servage avait de beaucoup ralenti la mobilité des ouvriers possibles. Du coup, ces villes textiles se sont établies tout autour
de l'Empire russe, qui a été leur marché privilégié jusqu'au moins la Première Guerre mondiale. Et c'est absolument incroyable. Les villes sont faites d'une succession d'usines avec une succession d'ateliers, une succession de maisons ouvrières voilà. C'est quelque chose de vraiment très très spectaculaire et elles sont gigantesques. Ces usines vont évoluer physionomiquement au XXe siècle. Déjà au XIXe, les Anglais inventent les sheds. Vous savez que, j'ai mis le petit logo ici, la cheminée plus les sheds, c'est vraiment le symbole même de l'usine. Et en ce qui... Là, comme tout le monde connaît ce système-là, j'ai voulu mettre en illustration les sheds de l'architecte Munkunil à Taras, qui est une ancienne usine textile, aujourd'hui musée des sciences et des techniques. Et vous voyez, on a fait des sheds. Le shed veut dire que vous avez des toits dissymétriques avec le côté ouvert orienté vers le nord. De cette façon, l'éclairage est permanent sans chauffer l'intérieur. Parce que les usines textiles, il ne faut surtout pas chauffer l'intérieur, au contraire. Il faudrait plutôt rafraîchir. Donc, ces sheds supposent des armatures métalliques. C'est ainsi que les Anglais les ont conçus. Et dans les pays où il n'y a pas de fer, ou très peu, comment on fait? Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait ici. Ils ont fait une couverture de toit en voûte catalane avec les verrières sur le côté. Mais ce qui va transformer complètement la construction de l'usine au XXe siècle, c'est le béton. Le béton, avec ses capacités multiples, va pouvoir être adapté à des constructions qui sont cette fois-là beaucoup plus grandes. Il y a un changement important entre le 19e et le 20e siècle. Au 20e siècle, au début du 20e siècle, vous avez une grande rénovation dans les méthodes de travail qui s'appelle le Fordisme. Vous en avez tous entendu parler et vous avez tous vu les films de Charlot. Le béton permet des grandes halles qui permettent elles-mêmes les grandes lignes de fabrication. Donc, il y a cette adaptation entre le matériau et ce qui va se passer à l'intérieur de l'usine qui caractérise cette usine du XXe siècle et en particulier les usines automobiles. Et ici, vous avez celle qui est la plus célèbre certainement d'entre elles, l'usine le Lingotto. On l'appelle le Lingotto parce qu'il a la forme d'un lingot. Le Lingotto de Fiat à Turin. Et le toit est une piste d'entraînement pour les voitures. Alors, autre caractéristique de notre patrimoine industriel, c'est le fait que on va pouvoir accéder aux richesses du monde. Pour deux raisons. D'abord parce qu'on a besoin de matières premières et deuxièmement parce qu'on a besoin d'exporter les produits finis. Le lieu paradigmatique, certainement, de cette ouverture au monde est certainement le port, le Dock Albert de Liverpool, qui a été créé donc, dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et pensez que Liverpool est, depuis la fin du 18e siècle, c'est le port négrier de l'Europe. Il gère 80% de la traite mondiale. Alors vous imaginez ce que ça représente comme accumulation du capital, ce que cela représente aussi comme demande je parlais tout à l'heure du pourquoi du comment
s'il y a autant d'industries textiles réparties autour de Liverpool, c'est parce qu'on expédie des cotonnades de mauvaise qualité un petit peu partout sur la planète. Mais les richesses sont considérables. Deux produits vont tenir le haut du pavé au XVIIIe et début du XIXe siècle, c'est le tabac et le sucre. Toute ville a sa manufacture de tabac. Le tabac, c'est quand même un cas assez exceptionnel de drogue d'État. Quand même assez extraordinaire, ça, dont les États ont tiré des profits évidemment considérables. J'ai peut-être dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Le sucre, c'est aussi une drogue. C'est une drogue dont on n'arrive pas à se sortir encore aujourd'hui, mais qui a fait les choux gras du commerce colonial. Voilà, donc c'est important. Enfin, ce sont des éléments qu'il faut. On ne peut pas imaginer un grand patrimoine industriel sans une richesse derrière, et cette richesse n'est pas toujours licite. Pour accéder aux richesses du monde, on a aussi multiplié les gares. Alors, je me suis amusée ici à vous présenter la gare ancienne d'Ekaterinbourg, en Oural, avec un style un petit peu russo-tartare, quelque chose comme ça. Mais ce qui est important, c'est qu'à côté des gares, vous avez des structures qui s'installent et qui vont jouer le rôle d'entrepôt. Le train arrive avec des marchandises, il faut bien les mettre quelque part. Donc vous avez des hangars, mais vous avez aussi des entrepôts. Et certains entrepôts sont de véritables, comme ici à Tour et Taxi, des véritables palais du commerce. Là, Tour et Taxi est un magnifique exemple de palais du commerce, donc près de la gare maritime de Bruxelles. Mais vous avez plus modestement les docks rémois près de la gare de Reims. Les docks rémois recevaient les produits du train, ils les transformaient dans cet ensemble industriel que vous voyez ici, et ensuite, tous ces éléments, toute sa production était distribuée à travers les magasins succursales multiples. Là, certains d'entre vous avez connu ça, hein, les magasins, le Familistère et autres magasins de ce même genre. Alors, bon, je viens de montrer quelques éléments de quelques grandes figures du patrimoine industriel, mais la question qui se pose, c'est comment protéger et mettre en valeur le patrimoine industriel. Et nous allons voir maintenant l'action des collectivités, des États et des organismes internationaux. Quelquefois, on n'a rien fait ou on a fait de travers. Hein. C'est ce qui s'est passé pour la Lorraine. Mais il y a tout de même des activités qu'il faut signaler, des initiatives qu'il faut signaler et qui ont servi de modèle tant bien que mal. Le premier modèle a été, à partir des années 1860, la rénovation des vieux centres aux États-Unis. Ce sont les États-Unis qui ont pris les devants et ils ont renouvelé les centres. Je pense au quartier maritime de Boston. Ils se sont occupés de faire quelque chose d'un passé qui n'était plus utilisable. Sauf que, comme ils l'ont fait avant qu'on ait étudié ce passé en question, ils ont pris des initiatives qui ne sont pas forcément celles que l'on aurait souhaitées. Ce n'est pas le cas de Lowell, que vous voyez ici. Lowell est une ville un peu comme les centres de textile que je vous ai montrés tout à l'heure, mais aux États-Unis. Lowell commence tout petit au tout début du 19e siècle et ça donne des usines absolument grandioses. Vous voyez sur la diapo en bas, vous voyez en rouge les usines et en bleu les pensionnats de jeunes filles qui faisaient
tourner ces usines. Lowell donc est l'objet d'un plan de sauvetage. On décide d'en faire un lieu de polyactivité avec musée, centre de travail, bureau avec utilisation de l'électronique, etc., etc. En fait, le projet, Lowell se visite toujours, hein, ça reste quelque chose d'intéressant, mais c'est vrai que si la partie touristique de Lowell a bien fonctionné, par contre, la partie pluriactivité dans la ville a eu du mal à démarrer. Lowell est un site, la Nouvelle-Angleterre est couverte de villes qui auraient pu être réaménagées comme celle-ci, en particulier à Muskeg, qui n'est pas loin et qui a l'usine la plus longue du monde, je crois, elle a 2 kilomètres. Tout est à des dimensions américaines. En France, l'État est également intervenu à travers la liste des monuments historiques. Vous savez qu'on fait tous les ans un classement de sites et suivant les qualités, suivant la défense que l'on fait en commission de ces sites en question, on arrive à classer sur la liste des monuments historiques. 2 problèmes. Un premier problème, c'est que la définition du monument historique par la loi, c'est un monument français se distingue par son esthétique et par son histoire. Alors, le Haut-Fourneau du Cange, il peut aller se rhabiller. D'où les problèmes qu'on a eus, parce que moi, j'étais aussi là à l'époque que l'on défendait la position de Ucange, mais c'était ubuesque. Hein. Donc, à partir du moment où vous prétendez qu'un site industriel n'est pas beau, d'abord, sur quels critères ? L'esthétique, c'est quelque chose d'extrêmement variable. Si nous sommes toujours sur les critères esthétiques du XVIe siècle, évidemment, il y a de quoi se faire des cheveux blancs, mais on peut aussi évoluer et trouver qu'un site industriel est beau en soi et a son intérêt. Donc, le fait est qu'en France, on a inscrit sur la liste des monuments historiques des monuments jolis. Et c'est le cas de Arquet-Senans, qui a été classé en 82. Arquet-Senans, qui n'est pas loin d'ici, qui est une grande saline du XVIIIe siècle, sur laquelle on a dit beaucoup de bêtises. Enfin bon, c'est un lieu qui est assez magique. Et c'est le cas aussi du Moulin Saunier de Noisiel, classé en 1992. Le Moulin Saunier, c'est le site d'une chocolaterie dont vous avez toujours tous entendu parler, la chocolaterie de Meunier. Là, ça vous dit quelque chose, Meunier ? Et Meunier était il fabriquait des pilules enrobées de chocolat. Il était pharmacien. Et puis tout d'un coup, il s'est dit que faire le chocolat sans les pilules, ça pouvait être mieux. Et il avait beaucoup de succès. Et du coup, il s'est installé à Noisiel, où il y avait de l'eau pour faire actionner son moulin, parce qu'il avait besoin de concasser ses fèves de chocolat. Et en 1860, il a demandé à Saulnier, l'architecte de l'époque, de faire ce magnifique site qui a vite été trop petit d'ailleurs, mais où l'architecture métallique est apparente, elle devient une décoration et avec plein de céramique, avec des M et des fèves de chocolat partout. C'est quelque chose de... On l'a classé pour sa beauté
mais non pas pour son caractère industriel. Alors, donc finalement, Uckange a été inscrit en 2001. Hein. On avait eu le temps de le détruire à moitié, de le démonter, de faire n'importe quoi. Mais enfin bon, il est protégé. Alors, l'autre problème que doit régler le ministère de la Culture en France, c'est que il est évident que le patrimoine du XXe siècle est plus nombreux que celui du XIXe, est plus nombreux que celui du XVIIIe, etc., etc. Donc, ça veut dire que plus ça va et plus on a du patrimoine à protéger. Or, que veut dire la protection du patrimoine en France? Ça veut dire que l'État assure 80% des dépenses quand il y en a. C'est ça que ça veut dire, la conservation. Être sur la liste des monuments historiques, c'est avoir donc la possibilité de faire réparer le toit de votre église, et puis c'est 80% de la somme qui est prise par l'État. Alors l'État a joué au plus fin et a créé un label, le label Monument du XXe siècle, qui lui permet de pointer l'intérêt d'un document d'un monument, sans participer à ses frais. Ça vous explique aussi pourquoi Uckange est dans un état déplorable. Alors, quant à l'action de l'UNESCO, l'UNESCO, il faut savoir que l'UNESCO, donc créée après la Deuxième Guerre mondiale, installée à Paris. On avait décidé que la politique, c'était les Américains et la culture, c'était la France. Or, l'UNESCO, création française, a repris les critères du ministère de la Culture français. Et pendant très longtemps, on a, je mets la diapo correspondante, on a protégé des beaux monuments. Quand c'était des monuments bâtis, on a protégé des beaux monuments. Ainsi, par exemple, alors ça c'est un bâtiment industriel, puisque c'est le village textile de Crespidadda, près de Bergame, classé en 1995, mais il a été classé pour la beauté de ses bureaux qui sont ici, que vous voyez ici, et qui effectivement font quelque chose de tout à fait sympa. Il faudra beaucoup travailler au niveau de l'UNESCO pour arriver au concept de paysage culturel évolutif. La grande victoire, c'est le classement du bassin minier français, avec le problème, c'est qu'on a classé le bassin minier, mais pas les usines textiles qui sont imbriquées dedans. Donc, je vais encore être une mauvaise langue, mais je trouve que c'est un petit peu dommage de n'avoir pas classé le bassin minier dans son entier, puisque on savait que les hommes descendaient à la mine, les femmes allaient travailler à l'usine textile. Il y avait ce doublet et les choses étaient très imbriquées. Enfin bon, ne crachons pas sur notre plaisir. Et arrivons au troisième point que je voulais défendre près de vous, et qui est celui de la difficile transmission d'une culture autrefois partagée. Parce que, comme je vous le disais en commençant, c'est très bien tout ça, des beaux monuments. Alors, on s'écharpe un petit peu pour savoir si on va le conserver, pas le conserver. On arrive quand même à faire quelque chose. Mais la culture, elle, qui est quelque chose d'intangible, comment on fait pour la partager, pour la transmettre? Comment on fait? Alors, c'est pour cela que je parle de difficile transmission, et que, je vous donne quelques exemples ici de ces éléments qui mériteraient d'être pris en compte.
indépendamment de leur enveloppe matérielle. Voilà. Et le premier point, c'est habiter un lieu de travail. Alors, quand on vous dit, quand on vous parle de logement ouvrier, on vous parle, là encore, d'architecture. Que se passe-t-il à l'intérieur? Que se passe-t-il à l'intérieur? Et à l'intérieur, eh bien, il se passe plein de choses. Et j'ai les rares musées du monde que j'ai pu visiter et où on s'est attaché à montrer l'évolution du logement ouvrier, c'est vraiment quelque chose de tout à fait intéressant. On y vient petit à petit, mais c'est une minorité. Et c'est une minorité des sites qui font revivre les sites tels qu'ils étaient. La plupart du temps, on vous renvoie à un 1900 mythique, qui en fait, avec des objets qui sont aussi bien de 1880 que de 1920, et ben c'est pas ça, hein. C'est pas ça, c'est pas ce qu'ils ont connu en 1900. Ils ont connu 1900, ils n'ont pas connu 1920 et non plus connu 1880. Donc là nous avons un grand pas à faire pour revivre cette évolution du logement qui est tout à fait intéressante, puisque ce logement est absolument infâme au début, mais c'est lui qui va aboutir au logement des HLM qui, dans leur plan, sont des logements pensés, réfléchis, etc. D'autre part, il y a un élément que nous oublions maintenant parce qu'il a disparu de nos foyers, mais l'industrie à domicile, ça a existé non seulement pour un patron extérieur, mais aussi pour la propre famille, à travers la machine à coudre. La machine à coudre, c'était vraiment quand le ménage ouvrier était un tout petit peu à l'aise, on achetait la machine à coudre. Hein? Eh bien, voilà, ce sont des choses qui me semblent importantes et donc et qui font partie d'une culture domestique, parce que qui dit machine à coudre dit journal spécifique, dit patron, dit modèle, etc. Enfin bon, il y a dissociabilité aussi. Enfin bon, il y a toute une série de choses qui sont tout à fait intéressantes. Autre aspect de la culture industrielle, celle qui est apprise dans celle qui fait que on s'adapte à un nouveau monde. En effet, l'industrie s'est faite avec le déracinement, comme je le disais au début, avec le déracinement de quantité de gens qui savaient pas comment vivre dans un appartement, qui ne savaient pas comment habiller les enfants, qui ne savaient pas. Bon. Et des patrons, comment dirais-je, utopistes comme Robert Owen à Newlanark ont créé cette maison pour la formation du caractère. Alors, non seulement il y avait une école, mais il y avait aussi un lieu de réunion pour toutes sortes de réunions. Il n'y a pas d'église à Newlanark. On peut prier qui on veut, on a des salles pour ça. Donc ça, c'est quand même quelque chose de pas mal. Au Familistère de Guise, que vous connaissez peut-être, en face du Familistère, il y a le théâtre que j'ai entouré en jaune, là, et où Godin réunissait régulièrement les ouvriers pour leur donner ce qu'on appellerait, nous, une formation de base. Alors, ça couvrait un champ assez vaste. Hein. Ça allait de « si Madame Attel continue à faire du bruit après 10 heures du soir, je la vire ». Alors, en peu de mots. Ça allait, on ne doit pas... ça allait, Madame Attel qui coud le tablier sur l'enfant et n'a pas, parce qu'elle n'a pas acheté de boutons, elle sera punie la prochaine fois. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois autant d'informations, si vous voulez, que de faits quotidiens qui répondaient tout simplement à la socialisation de gens qui venaient de très loin. Et le fin du fin, ce serait certainement la cité des Cheminots de Tergnier, où si on regardait ce document attentivement, on verrait qu'il y a les espaces féminins. Alors,
Les femmes, elles ont l'espace à fleurs et les cours de broderie. Et les garçons, ils ont l'espace des légumes. Les légumes, chacun sait que c'est masculin. Et ils ont la menuiserie. Donc, c'est tout à fait intéressant. Et on pourrait aussi évoquer une autre création qui est juste après la Première Guerre mondiale, la création de la Cité du Chemin Vert à Reims, où la maison de l'enfance, mais j'y parlerai un petit peu plus tard, permettait d'accueillir les jeunes accouchés. Alors, je vous parlais tout à l'heure, en commençant, d'associations, de groupes, etc. Eh bien, on n'a aucun ouvrage de synthèse sur les maisons du peuple, maisons d'associations en France. Or, il y en a de magnifiques. Alors, j'ai mis la rotonde de temps parce que je pense qu'on ne pouvait pas faire autrement. Mais la Mutualité à Paris, c'est extraordinaire. Elle a le théâtre. Alors, dans une maison du peuple, on a toujours le théâtre, la salle de lecture, la bibliothèque et la salle de réunion. Et alors, à la Mutualité, la salle de théâtre, elle a 1789 fauteuils. C'est pas beau, ça, hein? Et dans la même état d'esprit, je me suis permis de placer une médaille, parce que ça aussi, les médailles, ça a disparu. On remet plus les médailles. On fait éventuellement, vous avez un petit ruban que vous payez vous-même d'ailleurs. À l'époque, on faisait une belle médaille, hein, et là, c'est celle du Syndicat général de la construction électrique avec un beau relief. C'est-à-dire que le travail avait sa dignité. L'école était au centre de cette culture que j'évoque. Et en Europe, vous le savez, je vais pas revenir sur le mouvement européen qui a associé étroitement l'industrialisation et la scolarisation. Mais et après la Première Guerre mondiale, la prolifération des écoles professionnelles. Mais ici, j'ai choisi de vous présenter un petit bout seulement, parce que mon appareil ne m'a pas permis de faire plus grand, mais à Metepec, qui est un village du textile au Mexique central, j'ai trouvé cette école. Et je me suis dit, c'est pas possible, une école aussi belle que ça, un vrai palais. Mais cette école a été faite en 1911, après la Révolution mexicaine. Et ce sont les ouvriers de Metepec qui l'ont construit. Alors, j'évoquais tout à l'heure l'hygiène et la santé, mais ça aussi, ça a donné lieu à des sites spécifiques. Donc, j'évoquais Chemin Vert avec sa maison de l'enfance. Dans la maison de l'enfance, donc au centre de Chemin Vert, il y a la maison commune, et puis un ensemble de très jolies maisons tout autour. Et la maison de l'enfance, c'est une crèche, c'est une école pour tout petits, c'est une école ménagère, c'est une école d'infirmières, mais c'est aussi le lieu où l'on reçoit les jeunes accouchés pendant 15 jours, alors que la visiteuse médicale s'occupe de faire à manger chez la jeune accouchée, mais qu'elle puisse se reposer 2 semaines. Enfin, écoutez, là, je trouve qu'on a rarement fait aussi bien. Et puis, dans cette période-là aussi, d'hygiénisme, etc., eh bien, les piscines qui se multiplient, et là, on a la fameuse piscine Art déco de Bruay-en-Bussière. Alors, je termine rapidement, parce que je crois que je me suis un petit peu étendue. Pour conclure, que devient le patrimoine industriel aujourd'hui et peut-on le déchiffrer? Alors, que devient le patrimoine industriel aujourd'hui? Eh bien, écoutez, je vous ai placé 3... Ben là, ça, c'est local, hein. C'est 3 documents d'ici. Folquemont, qui a une allure tout à fait belle, au moins pour son entrée. Allange, qui est en décrépitude. Et Battaville, qui est, à mon avis, sur le fil du rasoir.
c'est dommage parce qu'effectivement, ce sont des lieux de pouvoir et qui ne fonctionnent plus, et donc qui sont maintenant des objets d'histoire. Et c'est un petit peu dommage de les laisser à l'abandon. Ce patrimoine industriel, il est aussi mélangé à d'autres choses, et il est difficile il est difficile à identifier. Ainsi, la tour Micot à Saint-Dizier, qui est l'emblème du quartier Sinéquet, c'était en fait la tour de la brasserie du Fort Carré, devenue ensuite emblème de la glacerie Micot. Et elle s'appelle toujours la tour Micot, c'est-à-dire que son origine n'est plus visible. Les vitraux. Alors j'ai une faute d'orthographe, pardonnez-moi. Les vitraux de l'école, alors j'ai placé exprès les vitraux de l'école polytechnique de Mons. Alors en Belgique, comme en Lorraine, on a une école de vitraillistes absolument extraordinaire, mais là encore, jusqu'à présent, aucune publication n'est venue montrer à quel point le travail a été représenté et dignifié à travers les vitraux. On vous représente les belles fleurs, les petits oiseaux, etc., mais pas souvent le travail. Or, il se passe quand même quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que vous avez de grands artistes au début du XXe siècle, Gruber, Majorelle et compagnie. Après la Première Guerre mondiale, ils vont continuer à travailler, mais ils travaillent complètement différemment. Ils travaillent comme à Mons, comme dans le vitraux de l'école polytechnique de Mons, c'est-à-dire avec les principes de l'art déco. Donc les mêmes personnes sont passées de l'art nouveau à l'art déco. Je trouve qu'il y a là, c'est pas simplement, comment dirais-je, c'est pas neutre. On ne change pas d'expression, rien. Et je trouve que ce serait intéressant de s'y pencher. Voilà. Et puis la maquette de la Villa Gafra. Ah oui, et concernant les vitraux de l'école polytechnique de Mons, ils ont été déplacés. Ils n'étaient pas là au départ. Ils étaient à l'entrée des bains-douches de la mine d'à côté. Donc là aussi, on lui enlève son sens en le déplaçant. Hein. Et quant à la Villa Cavrois, qui a été récemment ouverte au public, elle est tout à fait magnifique, mais elle a été payée avec l'argent de la mine, et ça se voit pas sur sa fille. Enfin, je voudrais terminer sur ces deux photos qui sont pas forcément, l'une est comment dire, sympathique, l'autre moins. Voilà, nous sommes un peu à la croisée des chemins concernant le patrimoine industriel, entre le musée de site et la Disneylandisation. On a bien des musées du Moyen-Âge, des musées de l'Antiquité, des musées de la période byzantine. On a un musée à Paris qui entend être celui du 19e siècle de 1848 à 1914. Quand est-ce qu'on aura un musée de l'industrie ? Quand est-ce qu'on aura un musée de l'industrie ? Et les grandes régions industrielles, elles ont éventuellement, on va avoir le musée de la ville de Gand, ou la ville de ce que vous voulez. Mais un musée de l'industrie, on l'a pas. Hein ? Alors, au mieux, ce que l'on a, ce sont des musées de sites, qui sont essentiellement des musées techniques, sauf quelques cas, comme ici à Ventron, dans les Vosges, où on voit comment pouvait être le quotidien d'un ouvrier ou d'une ouvrière qui gérait 4 métiers à tisser en même temps. Mais le péril, c'est pas le péril jaune, mais presque, il nous arrive d'Orient parce que en Asie, Taïwan, Chine et autres lieux, on adore ce que l'on appelle les creative parks. C'est-à-dire que dans des lieux d'anciennes pratiques industrielles, ici c'est le Creative Park de Dong'an, dans l'ancienne sucrerie de Taïwan, mais j'aurais pu vous en montrer beaucoup d'autres. Donc, dans le site, on a les locaux de l'ancienne sucrerie,
Et puis on a les tombolas, la baraque à frites, enfin tout ce que vous voulez. Et bon, ben moi, je dois être de la vieille école parce que ça ne me dit rien du tout. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Je crois que votre présentation appelle énormément de questions. Parce qu'on pourrait reprendre chacun des points que vous avez traités et amener des exemples ou des contre-exemples. Et petit détail au passage, la rotonde que vous avez montée est une affaire de construction patronale. Oui, alors je n'ai pas fait la distinction entre construction ouvrière et construction patronale, parce que ça m'aurait entraîné très loin, et parce que, si vous voulez, quand les patrons ont fait ça, ils l'ont fait à des moments donnés et dans le cadre de l'ingénierie sociale, et quand les ouvriers ont pu, enfin quand les associations ouvrières ont pu le faire, c'est essentiellement dans les années 30, quand les syndicats ont été assez importants. Cette rotonde qui est très jolie, Oui. esthétiquement, on a déjà l'esthétique. À l'intérieur, il y a un théâtre de 900 places, et les différentes salles, l'école de musique, etc. Quand j'y suis allé, d'ailleurs, il y avait même encore il y avait les cercles d'ingénieurs et les salles de billard. Entre elles, il y avait pour tout le monde des ingénieurs aux ouvriers des activités. Mais autre chose, si on regarde avec un peu de recul, le travail est gigantesque. Le patrimoine industriel, c'est ce qu'on appelle beaucoup, dans certains secteurs, des friches industrielles. Et je vois dans certains secteurs des vallées que je connais, une usine qui disparaît sous les pelleteuses tous les mois. Les cheminées qui disparaissent. Et puis là se pose le problème de qui fait quoi, de qui prend la responsabilité. Il y a des propriétaires, il y a un devenir de ces bâtiments. Pour beaucoup de communes, l'idée c'est de dire la vieille usine, on va la transformer en centre culturel. Je pense que bientôt on n'aura plus assez d'artistes, oui, on a toutes les friches. Alors là-dessus, effectivement, le problème du patrimoine industriel, je n'ai pas voulu traiter ce problème-là parce que sinon on y était encore à minuit, mais au départ, il y a un problème d'appropriation du site. À qui cela appartient? Alors, on a pu, là-dessus, si vous voulez, on pourrait écrire des livres d'anecdotes toutes plus savoureuses les unes que les autres, ou toutes plus lamentables les unes que les autres, qui font qu'on a perdu des sites, ou on a failli perdre des sites. Je voudrais donner, les anecdotes les plus célèbres, c'est certainement la situation de la gare d'Orsay, que tout le monde connaît, qui appartenait à la SNCF, mais qui était convoitée par des sociétés immobilières qui voyaient déjà des appartements de luxe face au Louvre. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais ça aurait été terrible. Et l'État a fait jouer son rôle, comme c'était un site classé, heureusement, eh bien, l'État a joué son rôle et c'est d'ailleurs Giscard d'Estaing, enfin c'est Mitterrand qui a inauguré, mais c'est Giscard d'Estaing qui a fait le boulot et qui a sauvé ce site. Un autre épisode tout aussi remarquable, alors là, il s'agissait d'une propriété privée, l'usine Mode-Bossu à Roubaix, alors une usine emblématique, un peu style flamand, etc. Et le propre maire de la ville, voulait la raser pour faire un parking pour le magasin La Redoute. Heureusement, là encore, le site était classé et le maire, c'est pas il était furieux. Hein. Il a écrit au président de la République en disant « Vos services m'empêchent de moderniser la ville ». Ça peut aller très loin.
Donc, effectivement, et puis récemment, là, j'étais à Salonique il y a quelques jours, et la plus grande minoterie de toute de cette partie de la Méditerranée, qui appartenait à des ladinos, hein, des juifs venus d'Espagne au XVIe siècle, mais un énorme. Hein. Aujourd'hui, vous passez devant, c'était en train de se casser la figure parce que ça appartient à plusieurs héritiers qui ne sont pas d'accord entre eux. Alors ça, si vous voulez, j'ai envie de dire, on n'y peut rien. Si déjà on pouvait faire quelque chose d'intelligent avec ce dont nous disposons, ce serait déjà pas mal. Mais effectivement, et puis d'autre part, on ne peut pas tout conserver non plus. Hein. Il faut bien vivre. Hein. Oui, c'est la brutalité de l'événement aussi. Tout est arrivé en même temps. Tout est fermé en même temps. Mais la brutalité de l'événement, c'est considérable, mais ça a touché la planète entière. Hein, ça a eu plus de communs. Ça a été particulièrement sinistre en Lorraine parce qu'il y a eu, au lieu des fonctionnaires incompétents qui ont cru qu'ils avaient la panacée. Mais partout, c'est même la caractéristique. Ceci dit, est-ce que l'on ne peut pas pondérer un petit peu? Et je vais vous donner enfin, c'est vrai, hein, c'est vrai que la brutalisation de la fin du patrimoine industriel, c'est quelque chose. Mais ça n'est pas le seul cas dans l'histoire. Et on a un cas pas très loin de nous, là, avec la vente des biens nationaux en 1791. Qui a acheté les biens nationaux? C'était pas les méchants révolutionnaires qui avaient envie d'en découdre avec les curés du coin. Pas du tout. C'était les marchands de matériaux. Ils ont acheté ces sites pour en faire des carrières. Et ils les ont démontés et vendus. Et ça s'est produit pendant une trentaine d'années, jusqu'à ce que Victor Hugo arrive à Laon, où j'habite, où il y avait une magnifique tour médiévale, la tour de Louis d'Outre-mer, que les braves gens de Laon venaient de raser, et il est parti en disant que s'il y avait des gens stupides et incultes, ils étaient à Laon, je suis désolé, j'en fais partie. Mais, et à Reims, ville du Sacre, la quantité d'églises qui ont été rasées, et qui ont servi de matériaux, hein. Il y avait des pierres toutes taillées, il n'y avait qu'à se servir, hein. C'était facile. Hein. C'est moins le cas pour le patrimoine industriel qui n'est pas toujours fait de matériaux nobles, mais c'est vrai aussi que, enfin, d'une part, écoutez, d'une part, il y a cette destruction qui est lamentable, mais quand je vois la quantité de sites industriels auxquels on a collé une tour en verre à côté, pour faire moderne, ça me mine. Je pense en particulier à une célèbre minoterie à Barcelone que l'on a récupérée au centre culturel, évidemment, en mettant une grande tour en verre devant. À la limite, j'aurais accepté la tour en verre si à l'intérieur, on avait au moins dit quelque chose. Mais il n'y avait même pas une petite affichette qui dit « Autrefois, c'était une minoterie ». Et qui plus est, il y a une salle avec des machines, aucun commentaire à côté, on ne sait pas à quoi ça servait. Donc, il y a deux problèmes, si vous voulez, qui sont sous-jacents là-dedans. Il y a d'une part le problème de la propriété privée. Ça, c'est un problème qui est insoluble. Hein. Quelqu'un peut avoir un trésor chez lui et s'il veut le découper en rondelles, c'est chez lui. Vous savez, on est sous droit romain. Hein. Utere et abutere. Hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Donc, c'est vrai. Et puis, il y a ces usages imbéciles. Mais voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Avant de donner la parole à Jean-Claude, mais juste une chose au niveau par exemple, de la disparition du bassin houillé lorrain.
On s'est trouvé en commission à vouloir protéger des chevalements de mines. Lequel ? C'est la même chose pour le bassin périphéire. On a des dizaines de chevalements de mines. On garde tout. On fait un choix. Et quel argent on met dedans. C'est la même chose pour le haut-fourneau du Cange, le 4. On l'a déshabillé. C'est dommage. On a ôté tout ce qu'il y avait autour. À la différence de ce qu'ont fait les Allemands. Et puis, quand on a vu le coût simplement de la peinture anticorrosive qu'il fallait mettre sur ce haut-fourneau pour arrêter sa dégradation, parce qu'il a été arrêté en charge. Donc c'était un gros problème. C'était déjà un budget effarant. Donc derrière, il y a une question énorme d'argent. Oui, et puis de choix nationaux. C'est pour ça que j'ai insisté sur la politique de l'État, qui peut être différente d'un État à un autre. Les Allemands, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont dépêchés de retaper Völklingen et ils l'ont inscrit au patrimoine mondial. Bon, et nous, on ne pouvait pas faire pareil ? Qu'est-ce qui nous empêchait de faire pareil ? La volonté, tout simplement, la volonté, parce que de l'argent, on en a. Ce qui nous manque, c'est vraiment du magique. Je pense qu'on n'avait pas dans les ministères concernés des gens avec une culture technique ou industrielle. On avait surtout on n'était pas à la hauteur. On n'était pas à la hauteur. Francis, si je puis me permettre, 2 ou 3 questions avec des réponses rapides pour ne pas perdre de temps sur notre... Jean-Claude. Là, il y a Jean-Claude, ensuite Francis et ensuite Jean-Louis Morel. Sur je voulais juste revenir sur le haut-fourneau dont vous nous avez parlé tout à l'heure. La Lorraine a été pendant un certain temps la région où il y avait le plus de hauts-fourneaux au monde. Actuellement, il en reste un qu'on essaye de sauvegarder. À Nancy, il y avait 5 hauts-fourneaux à Jarville. Il y en avait presque autant à Neuf-Maisons. Est-ce que ceci peut être pris en compte, soit dans un ouvrage, soit etc., parce que c'est totalement disparu, y compris dans nos mémoires. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, je pense qu'effectivement, on peut tout à fait, c'est la tâche des historiens du patrimoine, justement de nous donner une idée de ce que pouvait être la région à un moment donné. Et de donner cette idée de la façon la plus complète possible, c'est-à-dire pas seulement avec les dates reconnues dans la chronologie officielle, mais avec tout ce qui se passait sur le terrain. Absolument. On ne peut... Enfin, la Lorraine, c'est vraiment le cas lamentable par excellence, quoi. C'est vraiment... moi, je m'en souviens très bien. J'étais suffisamment adulte à l'époque pour en avoir un excellent souvenir et je me retiens de dire ce que je pense. Et puis Jean-Louis Morel, et je suis désolé, il faudra que nous arrêtions, vous pourrez poser une question en aparté ensuite. Ensuite, c'est une question brève. Oui, moi je voudrais rassurer, merci pour la bonne qualité de votre conférence. Je voulais vous rassurer un petit peu pour les vitraux. Il faut savoir qu'en Lorraine, enfin en Grand Est, on est quand même dans la région capitale du vitrail, la région capitale mondiale du vitrail, et on a su au cours de toute l'histoire des vitraux montrer l'industrie. On a de beaux exemples avec Longlaville pour la métallurgie, on a ici les vitraux de Pont-à-Mousson, on a aussi les vitraux de la papeterie à l'église de Decelles, on a la bière, on a tout ça, mais je ne vais pas tous les citer. Et le meilleur exemple, on est la Chambre de commerce et d'industrie qui a été inaugurée en 1909 et où la Société industrielle de l'Est a créé des vitraux pour attirer justement les investisseurs. Oui. Et là, on a su montrer la métallurgie à Jarville, on a su montrer la chimie à Saint-Nicolas-Dombasle dans la vallée de la Meurthe, et on a su montrer aussi l'or verrier. Voilà ce que je voulais dire. Et donnez-moi la référence du beau livre d'art qui parle de l'industrie en Lorraine d'après les vitraux. Alors, je vous le donne en aparté, je vous le donnerai. Merci. Jean-Louis, président de la 4e section. Oui, merci pour cette présentation passionnante qui, finalement, donne un point de vue tout à fait intéressant sur les friches industrielles. D'une certaine manière, il se trouve que je me suis occupé de friches industrielles pendant plusieurs décennies.
Et j'avais une question. Vous avez mentionné les erreurs qui ont pu être commises ici, notamment en Lorraine, après la brutale déprise des années 70-80. Et moi, je voudrais mettre ça en regard des priorités de l'époque, qui étaient les préoccupations, c'était faire table rase du passé. Donc, niveler, éliminer les bâtiments, on garde les fondations néanmoins, on garde aussi les pollutions malheureusement, et puis créer de l'emploi. C'était le maître mot. Et on se souvient des années 70-80, les manifestations monstres, en particulier dans la région, pour l'emploi, suite justement à cette déprise. Donc, c'était vraiment la priorité. Le patrimoine industriel, tel que vous l'exposez aujourd'hui, finalement, ça, à mon avis, ça ne faisait pas partie des préoccupations. Quelle est votre... Finalement, quelles erreurs ont été commises? Écoutez, là, on approche un sujet très délicat. Si je vous dis ce que je pense, je vais me mettre à dos la moitié du pays. Mais moi, je me souviens si vous voulez, je vais vous donner deux points de vue, le point de vue de la personne et le point de vue de l'historienne. Le point de vue de l'historienne, c'est que il faut reconnaître que la Lorraine est une région minière tardive, et que peut-être si vous comparez avec les autres régions minières de France, mais aussi d'Europe, la minette Lorraine, comme on dit, est la dernière à être mise en valeur. Est-ce que ça n'a pas joué dans la prise de conscience ou non des gens? Deuxièmement, toute région minière est une région avec importation de main-d'œuvre. Vous aviez beaucoup de main-d'œuvre étrangère ici. Elle n'était pas toujours nationalisée, cette main-d'œuvre. Elle n'était donc pas toujours légitime. Et puis, il y a le contexte de l'époque. Je me souviens qu'il y avait eu de grandes grèves paysannes et l'État s'était, précipité pour répondre à leurs desiderata, puisque, vous le savez, l'Europe au départ s'est faite avec la France agricole et pas la France métallurgique. Donc, je pense que quand le phénomène s'est produit, il y avait toute une série d'éléments dans le contexte qui n'étaient pas en faveur. En plus de ça, on a coïncidé avec un moment où, au niveau de l'État, il y avait la fameuse DATAR qui a joué donc comme conseiller technique. Et qui a, alors c'est pour ça que je dis c'était un ramassis de gens qui avaient beaucoup lu sûrement, mais pas beaucoup pensé. Et ils ont cru bien faire en rasant les usines où on ne travaillait plus. Je me souviens aussi, et là c'est un souvenir personnel, qu'on avait proposé aux ouvriers d'aller travailler ailleurs. Et que l'on trouvait étonnant qu'ils refusent. Et là, moi, il y a quand même, ça pose vraiment un problème. Je crois qu'on a été incroyablement déconnecté de la réalité sociale et humaine à ce moment-là. C'est mon analyse. Voilà. Merci Anne-Noël. Je rajouterai juste une chose, juste après cet épisode, on nous a dit l'avenir c'est le tertiaire. Ce n'est plus l'industrie, ce sont les services, c'est le tertiaire. Et ça a fait arrêter un certain nombre de dynamiques qu'on reprend maintenant en disant maintenant on va industrialiser à nouveau. Ah, mais on a perdu du temps. Merci beaucoup.